Ceci doit représenter ce que beaucoup s'imaginent être un film d'auteur. Long, lent, vieux, d'Europe de l'Est et en noir et blanc. Une sorte de film élitiste qui serait l'exact inverse du blockbuster de divertissement. Pour d'autres, un film d'auteur est une œuvre dont le scénario a été écrit par le réalisateur. Mais aucune de ces définitions n'est correcte. Même s'il existait déjà des théories similaires, la notion de film d'auteur a été popularisée dans les années 1950 par les critiques de la revue Les Cahiers du cinéma, et en particulier par François Truffaut. Un auteur, c'est tout simplement un réalisateur dont la personnalité artistique se reflète dans ses films, ni plus ni moins, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Chaque film est donc une nouvelle façon d'aborder ou de faire évoluer ses thèmes et sa mise en scène. Il n'est donc ni question de divertissement, ni de qualité. Prenons par exemple le réalisateur Guillermo del Toro. Il est fasciné par les monstres et par la monstruosité de façon générale. Quasiment toute sa filmographie y est dédiée. Chacun de ses films sera une nouvelle façon de les représenter et de les étudier. Pourtant, à aucun moment cela n'est répétitif. Il traite son sujet à travers une grande variété de types de films. Le film d'action, le film d'aventure, le film d'horreur, le film fantastique, ou encore le film romantique. Donc oui, Pacific Rim, un blockbuster américain où des robots se battent contre des monstres géants à coups de bateau, est un film d'auteur. Pour peu qu'on s'intéresse au cinéma, il devient vite passionnant d'essayer de trouver et de comprendre les motifs ou les messages récurrents dans les filmographies de nos réalisateurs favoris. Encore plus quand ces films semblent complètement différents. Prenons par exemple la filmographie de Damien Chazelle. Whiplash, sorti en 2014, La La Land, sorti en 2016, et enfin First Man en 2018. Le premier parle des relations difficiles entre un jeune batteur et son professeur très exigeant. Le deuxième parle de l'histoire d'amour entre deux personnages voulant chacun percer à Los Angeles. Un dans la musique, l'autre dans le cinéma. Et enfin, le troisième relate la vie de Neil Armstrong, et de ses premiers pas sur la Lune. À première vue, on n'a pas l'impression qu'il y a un lien entre les films, et on pourrait se demander si Damien Chazelle est un auteur. Pourtant, il existe un rapport. Regardions ces films de plus près. Les deux premiers parlent en fait de la même chose. Les sacrifices et les souffrances nécessaires pour réaliser ses rêves. Souffrances et sacrifices physiques, dans le cas de Whiplash. Pour atteindre le niveau qu'il souhaite, le héros devra en arriver au sang et à la douleur. Souffrances et sacrifices amoureux, dans le cas de La La Land. Le couple doit se séparer pour que leur carrière décolle. Avec ce point de vue-là, First Man devient alors une suite logique à ces deux films. Neil Armstrong, lui, a déjà réalisé son rêve. Il est cosmonaute et va marcher sur la Lune. Mais ses sacrifices lui ont trop coûté. Sa fille est morte. Son rêve n'a plus aucune importance pour lui. Tout au long du film, il va sembler totalement déconnecté de la réalité. Aller sur la Lune ne deviendra plus qu'un moyen pour lui de faire son deuil. Nous remarquons donc que le message a évolué. Si les deux premiers parlent des sacrifices que nous devons faire pour atteindre un objectif, le troisième montre les conséquences de ceux-ci. Une filmographie d'un auteur devient donc une œuvre en elle-même. On peut la considérer comme une saga, où les films se suivent. Bien sûr, les genres des films, leur univers ou leurs personnages varient, mais les thèmes et les mimiques de mise en scène reviennent et évoluent. Avec un auteur, un film ne se compare donc plus aux autres du même genre, mais à celle de la filmographie du réalisateur. Cela crée des cas intéressants, justement quand certains de ces films font partie d'une saga. Dans le cas d'Harry Potter, le troisième épisode est un bon exemple. On ressent énormément la patte du réalisateur, Alfonso Cuarón. L'ambiance, la mise en scène, les choix artistiques semblent totalement tranchés avec le reste des 7 autres films. Il se sert de cet épisode pour raconter ce qui l'intéresse lui, quitte à sacrifier des éléments de cohérence par rapport au reste de la saga. À bien des égards, on peut considérer Le Prisonnier d'Azkaban plus comme un film de Cuarón plutôt qu'un film Harry Potter. Si ce cas-là vous intéresse, je vous conseille de voir la vidéo de Monsieur Bobine à ce sujet. Les fans, en général, n'aiment pas trop ce genre de cas. Ils préfèrent une saga cohérente qui assure une vraie continuité. Personnellement, je trouve plus intéressant que chaque réalisateur donne sa propre interprétation et son propre point de vue de l'œuvre, plutôt que d'être obligé de respecter un cahier des charges établi par les précédents cinéastes. À ce niveau-là, la saga Alien fait figure d'exception. On pourrait presque parler d'une saga d'auteur. Chacun des films a été réalisé par un grand metteur en scène différent. Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Ces 4 cinéastes ont chacun leur propre style. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se ressent à l'image. Le premier est un film d'horreur, où l'alien est présenté comme une créature quasi divine, solitaire et invincible. On le voit peu, et à lui tout seul,
il décime un équipage entier. Dans le deuxième épisode, on passe quasiment au film d'action où on défouraille des dizaines d'aliens au petit-déj. Dans le troisième, David Fincher ne se gêne pas pour tuer quasiment tous les personnages importants du 2 dès le générique du début. Le film devient presque un film sur les sectes et la religion. Dans le quatrième, on retrouve l'ambiance si particulière de Jeunet, et certaines scènes sont presque du burlesque. La saga a donc du mal à trouver une vraie identité, mais possède une variété artistique rare. J'ai fait exprès de ne jamais parler de questions de qualité jusqu'ici. Ce n'est pas parce qu'un cinéaste n'est pas un auteur que ça en fait un mauvais réalisateur, et vice-versa. De plus, être un auteur demande la plupart du temps un minimum de liberté artistique, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout lorsqu'il s'agit de gros projets. Mais ce concept d'auteur a beaucoup de détracteurs. Pour une raison assez simple. Ce principe repose sur le fait que le réalisateur est le seul maître à bord, le seul décideur, le seul artiste. Ce qui est objectivement faux. Dans son excellent livre « Faire un film », Sidney Lumet critiquera vivement la notion d'auteur. Ce qui est d'autant plus intéressant car c'est lui-même un grand réalisateur et est considéré comme un auteur. Dans le livre, il raconte la grande place qu'il donne dans le processus de création artistique aux scénaristes, aux acteurs, aux directeurs de la photographie et à bien d'autres. Bref, créer un film est un travail d'équipe. Que seraient les films de Sergio Leone sans les musiques d'Ennio Morricone? Que serait Metropolis sans son directeur de la photographie Eugene Schuftan? Que serait Voyage au bout de l'enfer sans les prestations de Christopher Walken et Robert De Niro? Chacun est donc libre de penser ce qu'il veut de la pertinence de la notion d'auteur. Personnellement, je pense que même s'il est indispensable de rappeler l'importance des autres métiers du cinéma, le réalisateur reste la plupart du temps le vrai directeur artistique du projet. Et il est difficile de nier la récurrence de thèmes dans la filmographie de certains metteurs en scène. Analyser des films en tant que film d'auteur demande donc de bien connaître le réalisateur et ses œuvres. Mais nous sommes restés durant toute cette vidéo en surface. Pour la conclure, nous allons donc nous intéresser plus en détail à la vie et la filmographie d'un réalisateur, Charlie Chaplin. Dans les années 1920, le burlesque est à son apogée, grâce à des cinéastes comme Charlie Chaplin, Harold Lloyd ou Buster Keaton. Ce genre est basé sur le mouvement des corps. Les personnages passent leur temps à chuter, à courir, à se poursuivre, à se donner des coups, à esquiver. Bref, c'est un cinéma en perpétuel mouvement. Chaplin est son plus grand représentant. Il est acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur de ses films. C'est une star acclamée par les critiques comme par le public. Son personnage de Charlot étant un vagabond sans abri, Chaplin se met donc souvent du côté des pauvres et critique les classes plus élevées. En 1927, avec l'arrivée du cinéma parlant, bon nombre de carrières des stars du muet ne survivent pas. Dans le burlesque, seul Chaplin arrive vraiment à continuer. Faisant des films muets depuis plus de 13 ans, il ne voit pas l'intérêt de la parole. Il continuera donc à faire des films muets, et en profitera pour critiquer la parole. Ainsi, dans les lumières de la ville et dans les temps modernes, la parole ne sera utilisée que par des politiciens pour faire des discours inaudibles et les patrons pour donner des ordres. Dans les temps modernes, oui, parce que le film muet le plus connu de tous les temps est sorti quasiment 10 ans après le début du parlant, ira encore plus loin dans sa critique de la parole. Alors que Charlot doit chanter sur scène, il perd les paroles de la chanson qu'il avait notée sur sa manche. Sa copine lui conseille de chanter n'importe quoi, peu importe les paroles. Le public de l'époque entend donc pour la première fois la voix de Chaplin, mais c'est pour chanter n'importe quoi dans une langue qui n'existe même pas. Il se met alors à danser, et l'intérêt vient de la chorégraphie. Le message est clair, peu importe les paroles, l'important est le mouvement. Dans ces deux films, la critique du capitalisme continue, montrant la déchéance des bourgeois et l'aliénation des classes ouvrières.
En 1940, Chaplin réalise Le Dictateur, son premier vrai film parlant. Il y interprète deux rôles, Charlot et Hinkel, une caricature de Hitler. Le personnage de Charlot ne parle quasiment jamais, alors que celui d'Hinkel passe son temps à faire des discours interminables pour manipuler les foules. Encore une belle façon de critiquer la parole. À la fin du film, le personnage de Charlot prend la place de Hinkel. Le parlant n'intéresse pas Chaplin, mais face à la montée du nazisme, il n'a pas le choix. Il doit prendre la parole. Il fera donc un des discours humanistes les plus connus de l'histoire du cinéma, qui devait d'ailleurs être encore plus puissant à l'époque, quand Hitler était réellement au pouvoir. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. Ces différentes critiques du capitalisme commencent à déplaire au public. Sa notoriété chute et on commence à le soupçonner d'être communiste. Ce qui est très mal vu à l'époque. En 1947, il réalise Monsieur Verdoux. Comme un miroir de sa vie, il y joue pour la première fois un méchant, qui par la parole et l'éloquence séduit les veuves riches pour ensuite le tuer. Le film est jugé trop subversif. À l'époque, la chasse aux sorcières commence à Hollywood et les cinéastes accusés de communisme sont blacklistés les uns après les autres. Chaplin sent bien qu'il ne pourra plus continuer longtemps à réaliser des films aux États-Unis. Il réalise alors en 1952 Les Feux de la Rampe, qui raconte la vie d'un vieux clown anciennement connu mais devenu has-been. C'est bien sûr une métaphore de sa vie. À la fin du film, on laisse au personnage la chance de remonter sur scène. Il fait donc appel à un ancien collègue. Pour jouer ce deuxième clown, Chaplin fera réellement appel à un ancien collègue. Il donnera le rôle à Buster Keaton, qui a sombré depuis 1927 avec l'arrivée du parlant. Existe-t-il dans l'histoire du cinéma un choix d'acteur plus pertinent et plus parlant que celui-ci? Je ne pense pas. Le film se termine donc sur le spectacle des deux clowns. Il faut l'avouer, cette scène n'est ni la plus drôle de Chaplin, ni la plus drôle de Keaton. Mais elle est vraiment magnifique par ce qu'elle représente. Deux anciennes stars du muet, déchues dans la réalité comme dans la fiction. L'un rejeté à cause de ses idées politiques, l'autre n'ayant pas survécu au parlant, jouant ensemble leur baroud d'honneur dans une scène sans parole pendant quasiment 10 minutes, 25 ans après la fin du muet. Le personnage finira par mourir sur scène. Le mythe de Chaplin est définitivement terminé. Certains sociologues estiment qu'il s'agit de la plus grosse perte de popularité d'une personne de toute l'histoire de l'humanité. Il s'exilera alors en Suisse et tournera ses deux derniers films hors des États-Unis. Il ne retournera là-bas que 20 ans après, en 1972, pour recevoir l'Oscar d'honneur. Les Américains le réhabilitent enfin. À cette occasion, Chaplin aura le droit à un standing ovation de 12 minutes, qui est le plus long de toute l'histoire des Oscars. La filmographie de Chaplin est intimement liée à sa vie. Ne pas la connaître et ignorer son rapport au parlant peut empêcher d'apprécier certains de ses films à leur juste valeur. En étudiant la filmographie de Chaplin, il me paraît difficile de nier l'existence d'auteurs au cinéma. Et encore plus, qu'il s'agit de l'un des plus grands.